je me suis aperçu que derrière, une perte de poids de 50 kilos, c'est une performance. Un gain de mobilité pour un senior, c'est une performance. Un accompagnement d'un chef d'entreprise au quotidien, c'est une performance. Aux alentours des 45-50 ans, on commence à avoir une dégénérescence de tous nos tissus, musculaires, articulaires, osseux. Et à ce moment-là, c'est important d'adapter notre entraînement au mode de vie. La balance, elle peut un peu te trahir. Ton poids ne bouge pas, mais en fait, tu es en train de transformer du muscle en graisse. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. À force de courir à droite et à gauche pour construire du capital et démarrer sa boule de neige, le fameux coup de collier dont parle Isis sur l'épisode de la semaine dernière, on impose à son corps un rythme très soutenu en surestimant sa capacité à l'absorber, en particulier au fil des années. Et pourtant, on est très dépendant de notre corps. Je te laisse simplement imaginer ton niveau de productivité avec un bras cassé ou une lombalgie. Alors pour mieux comprendre les évolutions de notre corps avec le poids des années et les manières d'y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea Guit sur le podcast cette semaine pour une conversation au pied du feu. Ancien joueur de rugby professionnel, Andrea est préparateur physique depuis 10 ans. Il s'applique notamment à utiliser des méthodes éprouvées dans le cadre de sportifs de haut niveau sur des clients amateurs, entrepreneurs ou sédentaires que nous sommes. Au cours de notre conversation, on verra quels sont les effets du temps sur notre corps et dans quelle mesure les compenser pour rester en forme plus longtemps, sur quel type d'activité physique s'engager en fonction de ses objectifs et de sa condition physique, avec quelle fréquence pratiquer et comment déceler des évolutions positives qui ne sont pas ou peu visibles. Que faire aussi quand on a atteint son objectif de forme pour maintenir sa motivation sur la durée? Bref, si tu cherches à savoir comment te développer et te maintenir en forme durablement, cet épisode devrait t'intéresser. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ma foi, tu peux me retrouver la semaine prochaine pour parler prix au mètre carré, cash flow ou stratégie de financement. C'est toi qui vois. Et avant de démarrer cet épisode, comme de coutume, un mot de remerciement au soutien apprécié du podcast. Un commentaire 5 étoiles qui nous vient cette semaine de Joël67 sur Apple Podcast, qui me fait très plaisir. Tu peux contribuer toi aussi à la visibilité de ce podcast en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en relayant ton intérêt pour ce contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux d'ailleurs me taguer sur Instagram ou LinkedIn. Allez, sur ce, on démarre notre conversation sur le maintien durable d'un corps et d'un esprit sain avec Andrea. C'est parti. Salut Andrea, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de ton invitation. Merci beaucoup à toi d'être là. On va parler un sujet un peu différent on va pas forcément parler investissement financier, parler plus d'un autre actif qu'on porte avec nous tous les jours, qui est notre corps. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les gens qui te connaissent pas? Moi, c'est Andrea Guit. Je suis préparateur physique maintenant depuis presque une dizaine d'années. J'arrive du monde du sport professionnel, ancien joueur de rugby en centre de formation. J'ai basculé dans une société qui permettait d'entraîner des sportifs de haut niveau, qui était sponsor en fait de différents sportifs de haut niveau, que ce soit dans le sport individuel et dans le sport collectif. Et moi, je m'occupais de leur préparation physique. Et derrière, j'avais pour mission de développer la méthode d'entraînement qu'on avait au sein de cette boîte. Et de fil en aiguille, j'ai entraîné pas mal de sportifs à différents niveaux. Donc, ça part de l'amateur, du semi-pro jusqu'au professionnel. J'ai eu la chance de faire des championnats du monde et des Jeux olympiques avec certains. Donc, un beau panel de sportifs que j'ai accompagnés. Et j'ai ouvert ma société il y a maintenant 4 ans. Où je me suis lancé tout seul avec ces différents sportifs. En parallèle, je me suis essayé à l'exercice de l'enseignement au sein de la faculté de Lyon, donc à STAPS, où j'ai eu des élèves de licence et de DUEP. Et en parallèle de mon activité de préparation physique, j'ai développé depuis 2 ans ma marque qui vise à faire progresser un petit peu mon service de préparation physique. Donc, développer du complément alimentaire, du matériel sportif et du textile pour essayer d'avoir un service all-inclusive sur l'entraînement. D'accord, ouais, donc tu as pas mal d'activités après qui se sont ramifiées à tes activités, mais tu as commencé, et c'est peut-être le plus gros encore d'aujourd'hui de ton boulot, de préparer, de coach préparateur physique finalement, c'est ça? Exactement, oui, c'est 90% de mon temps que de faire de l'entraînement.
au départ sur du sportif et puis ouvert à tous. Et au début, j'étais vraiment orienté performance parce que c'est ce qui me passionne. Performer dans tous les sens du terme. Et au début, c'était orienté sport pro et je me suis aperçu que derrière, une perte de poids de 50 kilos, c'est une performance. Un gain de mobilité pour un senior, c'est une performance. Un accompagnement d'un chef d'entreprise au quotidien, c'est une performance parce que ces gens-là jouent de la performance au quotidien. Ouais, t'as migré ensuite vers une autre type de, on va dire, de clientèle, avec des besoins différents, mais t'as trouvé les similarités quand même. Au quotidien, pour toi, c'est vraiment, c'est quoi les grandes différences entre préparer un athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques et préparer un chef d'entreprise, par exemple, aujourd'hui, quoi? Je pense que c'est la fréquence d'entraînement et le temps consacré à l'entraînement, puisque le chef d'entreprise, au départ, il a pas le temps. Et c'est ce qu'il nous dit, il a pas le temps, puis il prend le temps. Et le sportif, lui, tout son temps, c'est sa machine et son business, c'est son corps et son esprit. Donc lui, il consacre tout son temps, le sportif de haut niveau, alors que le chef d'entreprise et autres personnes moins professionnelles a moins de temps à consacrer à son entraînement. Mais ma vision et ce que j'aime utiliser, c'est inspiré par les sportifs guidés par la performance, c'est utiliser ce que j'ai pu développer avec les sportifs pros avec du chef d'entreprise, du sédentaire, de la perte de poids, ainsi de suite. Il y a vraiment des trucs vraiment crossover, du coup, des techniques, des mises en condition qui fonctionnent pour les pros et qui sont connus peut-être en milieu pro depuis longtemps et qui, en fait, que tu arrives à convertir pour monsieur et madame tout le monde, finalement. Oui, alors on va pas dire qu'on va utiliser les mêmes charges, les mêmes intensités pour quelqu'un qui débute l'entraînement ou qui veut s'entretenir, mais il y a des process similaires, notamment la discipline, la fréquence de l'investissement dans l'entraînement et tout ce qu'il y a autour de l'entraînement, parce que l'entraînement c'est bien, mais on sait bien sûr que l'alimentation a une grande part de résultats, l'hydratation, derrière tout ce qui est méditation, développement personnel et puis l'investissement dans d'autres tâches que celles du développement physique. Donc tous ces process qui sont hiérarchisés pour les sportifs pros, j'essaye de les ramener dans le laps de temps que j'ai avec mes sportifs plus ou moins amateurs et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils atteignent leurs propres objectifs. Ok. Et pour avoir une idée, aujourd'hui, tu accompagnes combien de personnes Alors physiquement, parce que le fonctionnement a fait que j'en accompagne certains à distance, donc c'est pas exactement le même service à chaque fois. Donc j'en ai quelques-uns à distance, de l'ordre d'une dizaine, et physiquement, en temps de séance, je dois en faire aujourd'hui entre 30 et 40 par semaine, en fonction des préparations que j'ai. Par exemple, hors saison rugbystique, puisque je viens du rugby, j'ai certains rugbyman qui veulent se préparer pour changer de club ou pour arriver au début de leur préparation physique début août pour certains, juillet pour d'autres ou septembre pour les plus amateurs, prêts pour leur saison. Tu restes quand même avec une mixité et un pied dans dans le monde pro et sportif de haut niveau quand même. Et en tout et pour tout, tu dirais que tu accompagnes 30-40 personnes si on considère en fait. Ouais, je dirais une trentaine de personnes parce que en fonction de la fréquence et de l'investissement consacré à leur préparation physique, ils ont accès à 1, 2 ou 3 séances par semaine, et sur des prestations un peu plus simples, ils ont accès à une séance par mois plus un accompagnement à distance. Et après, je m'adapte en fonction de leur agenda et du matériel qu'ils ont à disposition pour leur proposer une solution adéquate à leurs objectifs. Ça dure combien de temps d'ailleurs une relation entre un coach et un coach sur de la préparation physique? C'est du long, c'est comme les psys, des années, ou est-ce que c'est sur des périodes courtes et ensuite la personne a compris, a maîtrisé les méthodes, le process et finalement peut y aller sans les roulettes, quoi? Je dirais que c'est un peu les deux. Moi, je tisse des liens quand même importants avec les sportifs que j'entraîne. J'en ai perdu très peu depuis que j'ai commencé. J'ai beaucoup gagné du monde. Après, il y en a qui sont partis un peu loin, donc je les accompagne de loin, voire je leur propose d'autres solutions de trouver quelqu'un sur place, puisque je peux plus les accompagner sur la demande qu'ils ont. Donc ils prennent quelqu'un en présence dans le lieu où ils sont partis, mais je pense que c'est des relations longues, puisque plus on va avancer dans le temps, plus on va connaître ces personnes-là, donc leur potentielle pathologie, leurs points forts, leurs points faibles,
puisque la différence entre leurs points forts et leurs points faibles qui nous annoncent à notre rencontre et ce que nous, on peut s'apercevoir sur le terrain est souvent importante. Donc là, ça passe par une batterie de testing et puis beaucoup d'échanges, puisque le physique, certes, mais on a le grand gouverneur qui nous dirige sur les entraînements, qui est aussi très important. Donc je fais partie un peu de leur quotidien, je suis leur coach et leur confident, et certains problèmes perso peuvent engendrer des petits ressorts physiques, et c'est là où on essaye d'éviter toutes ces pathologies-là. C'est plus complet que juste fais cet exercice, c'est bon pour toi, quoi. On est d'accord. J'espère que tu pensais pas que notre métier se limitait à ça. Non, t'inquiète pas, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Non, bah écoute, c'est top parce que justement, enfin, moi, ce que j'avais voulu discuter avec toi aujourd'hui, c'était un peu face à une audience que j'essaie d'imaginer, hein, parce que j'ai pas évidemment connaissance de tout le monde qui nous écoute. Mais en gros, et j'en fais partie, des gens qui veulent quand même, qui ont conscience que le corps fait partie d'un actif important qui contribue à la performance, que ce soit physique, mentale, et dans les projets IMO, dans les projets financiers, projets de vie en particulier, voilà, on l'a toujours avec soi, et il faut en prendre soin, et qui sont peut-être aussi à des stades différents de leur vie. Voilà, moi j'ai passé 40 ans, je commence à voir un peu des choses se passer dans mon corps et les anticiper, et je sais qu'on peut pas forcément faire la même chose en fonction de son stade de vie, et du coup j'étais intéressé un peu de connaître et discuter un peu autour de ce thème-là avec toi, avec ton expérience et ceux de tes coachés, et notamment si tu pouvais peut-être nous dire ce qui évolue peut-être dans le corps, à quoi on peut s'attendre en termes structurels, si tu as pu voir ça en fait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour compenser l'effet l'effet du temps sur le corps, pour durer, encore une fois, toujours dans l'objectif durer, faire durer son corps, et pas forcément montrer ses biceps à la plage pendant l'été, quoi. Oui, c'est sûr. Juste pas forcément juste l'enveloppe. On va tous arriver au même point. De toute façon, au bout d'un moment, il va y avoir le phénomène qu'on appelle la sarcopénie, c'est la dégénérescence des différents tissus, qui intervient en fonction des gens à différentes périodes, mais aux alentours des 45-50 ans, on commence à avoir une dégénérescence de tous nos tissus, musculaires, articulaires, osseux, et à ce moment-là, on va pas aller vers des capacités de développement aussi rapides qu'à nos 20 ans. Et à ce moment-là, c'est important d'adapter notre entraînement au mode de vie, mais aussi au niveau de l'individu, puisque certes, on arrive sur une période d'une pente descendante, malheureusement, mais sur un développement qui peut être quand même constant. Il faut prendre le niveau de l'individu à l'instant T et être capable d'adapter son niveau. C'est-à-dire qu'un quarantenaire qui s'est pas entraîné, qui va commencer, va avoir besoin d'un cadre, mais un quarantenaire qui est déjà entraîné depuis une vingtaine d'années, on va pouvoir continuer à faire progresser son exercice, il n'aura pas la même demande. Donc c'est difficile de dire, est-ce que en avançant dans l'âge, il y a des exercices à faire ou à privilégier. Oui, on va protéger les régions vitales, la posture, la locomotion, mais on va pas proposer la même solution à tout le monde. Ce serait trop facile. Que ce soit d'ailleurs dans l'entretien, dans le développement, ou même dans la performance, on n'a pas une solution commune. Sinon, on serait tous coachs, et puis nous, on n'aurait pas de travail. Ouais, bien sûr, non, bien sûr, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a néanmoins des choses qui sont peut-être générales, ou du moins l'affaiblissement en fait du tonus, peut-être de l'énergie? Est-ce qu'il y a des endroits dans le corps qui typiquement commencent à dégénérer plus vite que d'autres, ou doivent être maintenus plus en amont que d'autres, quand on commence à arriver dans ces âges-là, 40 ans, 50 ans? On parle de l'arthrose notamment, mais là c'est peut-être un peu plus vieux, mais est-ce qu'il y a des zones plus particulièrement à surveiller pour mieux vieillir, quoi? Oui, tu prends l'exemple de l'arthrose, on peut avoir de l'arthrose beaucoup plus tôt, ça va dépendre de ce qui s'est passé dans ta vie. Certains, notamment sportifs ou même sportifs amateurs qui courent beaucoup, peuvent avoir des problèmes au niveau des articulations, chevilles, genoux, entorse à répétition, etc., et peuvent créer de l'arthrose à 30 ans. Ça arrive. Aujourd'hui, est-ce que certains tissus, certains muscles se détériorent plus vite que d'autres? Je vais te dire, je sais pas, on a une telle différence interindividuelle qu'aujourd'hui je suis pas certain. Maintenant, ce qui est important de préserver, ça va être notre tronc, et ça va être surtout de préserver les régions qui nous permettent de nous mouvoir et de faire l'activité dans laquelle on s'épanouit.
et même dans notre activité de tous les jours. Donc c'est protéger notre tronc en particulier, puisque c'est ce qui va être le maintien de notre santé, et puis derrière nos jambes, puisque c'est elles qui vont nous permettre de nous déplacer. C'est vrai que par exemple si on prend du concret, je me dirigerai pas vers des exercices de biceps, de triceps tout de suite pour quelqu'un qui me demande de pérenniser son corps dans le temps. Parce qu'il y a aussi, en fonction de ce que tu fais dans ton activité, parce que tu parlais des jambes, mais si tu as des personnes qui marchent régulièrement ou qui, dans son travail, doit être tout le temps debout, elle a peut-être moins besoin de travailler ses jambes plus que le haut de son corps, j'imagine dans ce cas-là, quoi. Oui, après, c'est sûr que si son activité lui demande d'utiliser tout le haut du corps, on va participer à accompagner son activité. La préparation physique ou le coaching sportif, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est un accompagnement. Donc quand je me positionne en préparateur physique pour, je sais pas, on prend l'exemple d'un investisseur, je vais lui demander en quoi consiste son travail, je vais essayer de comprendre son mode de fonctionnement, s'il s'entraînait, s'il ne s'entraînait pas, et en fonction de ça, s'il a des pathologies aussi, puisque je récupère quand même pas mal de sportifs qui sortent de lombalgie chronique ou de problèmes de genoux, problèmes d'épaule, et on va traiter ces problèmes-là, les accompagner, prendre la suite du travail de l'ostéopathe et du kinésithérapeute, et leur donner du confort dans leur quotidien. Donc je sais pas, pour un investisseur, c'est être capable d'enchaîner des rendez-vous, d'être présentable pendant ces rendez-vous, de se tenir droit, d'avoir une bonne prestance, de peut-être aussi se dépenser d'un effet en cascade, c'est-à-dire d'être lucide pendant tous nos rendez-vous, et donc de jouer sur leurs facteurs plus métaboliques plutôt que musculaires, qui soient présentables et être capable d'être lucide tout au long de leur journée, parce qu'ils ont des journées à rallonge. Ouais, ça c'est un super, ça c'est un super atout, si on peut l'avoir en tout cas, fameux, l'énergie, le maintien de l'énergie tout au long de la journée. Et bon, après, je pense qu'il y a l'alimentation qui joue là-dedans, le sommeil évidemment. Mais d'un point de vue musculaire, c'est clair que j'ai l'impression que même d'un point de vue musculaire ou physique, de manière générale, on peut avoir des bienfaits. On peut trouver des solutions qui sont différentes en fonction de ce qu'on cherche, et ça peut être par exemple garder son énergie ou être structurellement solide et pas justement à éviter les problèmes de dos, parler de posture, etc. ou justement avoir plus d'explosion si on en a besoin aussi. Donc il y a aussi plusieurs... et ça doit être pareil quand tu vois les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas tous les mêmes attentes en fonction du sport qu'ils font, en fonction d'où ils en sont. Parfois, tu as besoin d'augmenter l'explosivité plutôt, la souplesse ou l'endurance. Est-ce qu'il y a des grandes différences que tu vois, en fonction des objectifs qu'on se fixe là-dessus? Bien sûr, oui. Alors, faut déjà rappeler qu'on n'est pas simplement une somme de muscles. On a aussi différentes fonctions qui nous régissent. Et si on prend une personne, on va pouvoir la driver sur différents objectifs, certes, mais avec différents modes de fonctionnement, de par son environnement. Comme tu le disais tout à l'heure aussi, son alimentation, son hydratation, son sommeil. Et derrière, on va composer avec ce qui nous est donné, avec la composante temps, la composante environnement, la composante matérielle, et derrière les objectifs qui nous sont donnés par le sportif. Et on va essayer de lui proposer une solution adaptée à ses pathologies, son mode de fonctionnement, son système de vie. Et c'est pour ça que on propose pas la même solution, comme tu le disais, à un sprinter qu'à un marathonien. Aujourd'hui, un marathonien va fournir un effort pour les meilleurs en 2 heures, et pour les sprinters, pour les meilleurs, en moins de 10 secondes sur 100 mètres. Donc on peut pas leur donner à eux deux les mêmes entraînements, puisque leurs muscles ne fonctionnent pas de la même manière, sur les mêmes amplitudes, les foulées ne sont pas les mêmes, il y a une répétition de foulées qui sont pas aussi importantes dans un sport que dans l'autre, leurs systèmes métaboliques sont complètement différents, donc leur carburant doit être différent, donc leur sommeil, leur hydratation, leur alimentation doit être différente. Et c'est la même chose aujourd'hui pour du plus commun. Un investisseur ne fonctionnera peut-être pas de la même manière qu'un maçon ou qu'un boulanger, et à nous de nous adapter à leurs horaires de fonctionnement, à leur plage temps de fonctionnement, et à ce qui les entoure, et à leurs habitudes, puisque au final, nous, on va prendre leurs habitudes et essayer de les accompagner pour les modifier, les bonifier. Mmh. Ah, c'est intéressant. Et comme tu disais, en fait, on peut pas vraiment comparer un profil plutôt qu'un autre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se comparer
soi-même et toutes les versions qu'on peut avoir avant de commencer justement la préparation. Et puis après, une fois qu'on aura commencé à avoir des résultats, t'as des exemples toi de justement, tu parlais de perte de poids importante, mais d'objectifs qui ont été atteints par des personnes que tu accompagnes et dans quel temps, et puis peut-être ce que ça représentait en termes de justement de fréquence, de type d'exercice, de durée, dans une vie de travail, tu vois, classique pour les gens qui travaillent. Eh ben ça c'est super curieux. Alors on va sortir un petit peu du sport justement pour parler à plus de monde. J'ai un sportif qui est arrivé pour un gros problème de dos, qui m'a été envoyé d'ailleurs par l'ostéopathe avec qui je travaille conjointement. Et donc premier contact, j'arrive plus à me baisser, c'est compliqué, j'arrive pas à me déplacer, c'est compliqué dans mon travail, etc. Donc on a traité le premier problème qui était une lombalgie justement, et on l'a rééduqué doucement. Alors si on y a une petite guéguerre kiné préparateur physique, on a réathlétisé pour faire la suite du travail du kiné. Et content du travail qu'on avait ensemble, il m'a dit mon objectif aujourd'hui, c'est de perdre du poids pour arriver à reprendre goût aux activités physiques, puisqu'aujourd'hui je n'en ai plus. Et certainement que ces problèmes de dos sont arrivés de cette inactivité. Et on a mis en place une perte de poids. Donc une perte de poids progressive, de par un échange avec lui sur qu'est-ce que la dépense énergétique, comment fonctionne l'alimentation, et tout ça, c'était jamais par obligation, c'était que des conseils. Je conseille de manger plus sainement, mais qu'est-ce que manger plus sainement ? Peut-être se diriger vers une alimentation de telle manière. C'était que de l'échange et de l'accompagnement. Et puis derrière, par contre, augmenter ta dépense énergétique pour peut-être dépenser un petit peu plus d'énergie. Et cette énergie que tu vas dépenser, tu vas l'utiliser de par les stocks que tu as déjà en abondance. Donc au début, c'était difficile. C'était 2 séances avec moi par semaine. Et ça a commencé par une petite sortie marche tout seul. Puis 2. Puis toujours 2 séances, mais un peu plus intenses. Puis 3. Puis c'est rentré dans son quotidien. Et cette personne-là, en 9 mois, elle a perdu 37 kilos. Mais de façon linéaire, il y a eu des enclencheurs. C'était quoi qui lui a permis de faire ça, quoi? De façon super linéaire. Donc là, on parle d'un cas particulier. Ça arrive pas souvent. Donc c'est quelqu'un qui s'est mordu à la pratique. Un entrepreneur d'ailleurs. Donc c'est marrant, qui a pas forcément du temps à la base. Et ça s'est traduit par au début une promenade avec son chien faisait partie d'une activité physique. Et de fil en aiguille, ça a été aujourd'hui je suis allé à marcher, mais en fait ma balade elle faisait pas plus de kilomètres mais 3 kilomètres, jusqu'à faire 5 kilomètres, 10 kilomètres, et puis le dos allait bien, les jambes allaient bien, le gainage commençait à progresser, gainage du tronc, on parle de différents gainages. Certains petits bobos commençaient à apparaître, puisque quand on enlève certains problèmes, d'autres arrivent. Donc une usure naturelle sur d'autres régions. Donc il a fallu composer avec cette usure notamment sur ses épaules. Donc on a fait attention à pas abîmer la région tout en essayant de la renforcer, etc. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui marche quasiment, alors c'est extrême, 10 kilomètres par jour, et qui a un gros taux de déplacement journalier, et qui se maintient à ses moins 37, qui du coup maintenant se fixe de nouveaux objectifs. Donc au début, c'était de faire un marathon qu'il a fait, puis 2 fois un marathon qu'il a fait, et puis là, son prochain objectif, ce serait d'arriver à marcher 100 kilomètres sans s'arrêter. Waouh. Mais toi, quand tu dis marcher, j'ai du mal à penser que ça améliore, tu vois, ça augmente le rythme cardiaque au point d'améliorer le métabolisme et la perte de poids. Alors, toujours pareil, il faut arriver à adapter le comportement de la personne à son niveau, et puis à son niveau dans l'espace-temps. Au début, c'était de la marche, comme tu l'entends, j'imagine que tu viens de la décrire, et puis après, ça peut être de la marche rapide, puis de la marche alternée avec de la course. Et en fait, tu vas augmenter l'intensité jusqu'à ce que tes 2 pieds ne soient plus en contact en même temps, et c'est à ce moment-là qu'on passe de la marche à la course. Aujourd'hui, ça peut être des allures d'une heure aux 10 kilomètres, donc des allures que quasiment tout le monde peut atteindre rapidement en commençant à s'entraîner 2-3 fois par semaine. Mais ces allures-là, il les poursuit sur assez longtemps, et ça lui permet d'augmenter sa dépense énergétique, puisque alors c'est pas scientifique et c'est pas mathématique la perte de poids, mais ce que tu ingères en termes de calories, donc on rentre pas dans les détails de l'alimentation et de l'équilibre des différents macro et micronutriments, mais si tu consommes plus que ce que tu ingères, tu vas utiliser ton énergie qui est stockée
Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas perdre du poids. C'est beaucoup plus complexe. Il y a plein de nuances à garder. Il faut faire attention à ça. Mais en gros, on en est là. Et surtout pour des gens qui sont en surpoids. Donc, rapidement, quand on augmente la dépense énergétique, si on n'augmente pas l'apport calorique, puisque c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on a le droit de plus manger, on va avoir une perte de poids jusqu'à un certain point où il faudra encore diminuer l'apport énergétique ou augmenter l'activité physique, et ça par plusieurs facteurs, soit l'intensité, la charge, le temps sous tension, le temps d'entraînement, etc. Pour voir des résultats, il faut... tu vois, toi, des résultats plus probants à partir de quel type de durée, de fréquence peut-être dans la semaine? Est-ce que c'est 2-3 fois par semaine? Enfin, le bon rythme en fait pour voir des résultats et puis après maintenir les résultats. Ça c'est la question qui tue. À partir de quand je serai comme sur la photo. Question difficile à répondre. Je pense que c'est de toute façon la meilleure des choses, c'est la régularité. Faut pas se lancer à fond pendant 2 mois pour se dire que après on arrête et ce sera acquis, puisque si tu te mets en déficit calorique pendant 2 mois et tu t'entraînes 6 fois par semaine, même 3 fois par semaine, et que tu perds du poids et que le jour où tu as perdu le poids que tu voulais, tu repars sur les comportements que tu avais avant, tu vas être en excédent et tu vas reprendre. Mais on a des résultats probants rapidement. Si les personnes jouent... En fait, ça dépend du curseur, où tu mets le curseur. Si tu mets tout de ton côté, l'alimentation, l'hydratation, le sport, et que il n'y a pas de dérèglements hormonaux par exemple qui interagissent avec ça, la perte de poids va être rapide et puis on va tomber crescendo. Il n'y aura pas besoin d'attendre 6 mois pour avoir des résultats. Je pense qu'en 2-3 mois déjà, tu vas voir un changement physique dans la glace, puisque je pense que le miroir, c'est souvent un des premiers indicateurs de ton changement, puisque la balance, elle peut un peu te trahir de fait que ton poids ne bouge pas, mais en fait, tu es en train de transformer du muscle en graisse. Et donc, tu pèses le même poids, mais ta composition corporelle n'est pas la même. C'est pour ça que c'est intéressant, des fois aussi, d'utiliser des moyens d'impédance-métrie, assez précis d'ailleurs, si possible, pour connaître ton pourcentage de masse musculaire et de masse grasse. Et donc, derrière, tu pourras comparer ta progression de ton niveau de départ à ton niveau 1 mois ou 2 mois et dire, je pèse le même poids, certes, mais j'ai pris du muscle, j'ai perdu de la graisse, donc je me rapproche de mon objectif. Ça, c'est intéressant, c'est top, et du coup, ça me rassure, parce que quand je flex devant le miroir, j'ai l'air d'un con. Mais en fait, il y a une vraie réalité derrière, c'est de savoir checker un peu son physique. Mais c'est vrai que c'est pas non plus facile, parce que tu touches justement du doigt là quelque chose qui est compliqué, c'est on peut abandonner, tu vois, par rapport au mental, on peut abandonner juste avant les résultats parce qu'on les voit pas en fait. Ils sont peut-être là, mais on les a pas vus. Comme tu dis, on se met sur la balance, on voit pas d'évolution, on se sent pas forcément tout de suite meilleur, ou mieux disposé là-dedans. Et c'est là, j'imagine, ça doit être peut-être un point critique quand tu suis l'évolution de tes élèves. Ce moment-là, il est compliqué. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Alors, je te parlais de la glace, il y a aussi les sensations physiques qui sont importantes. Il n'y a pas que l'aspect esthétique, sinon on n'irait pas dans la bonne direction. Donc il y a comment tu te sens, comment tu te vois, si tu te tiens plus droit, si tu sens que tu es capable d'enchaîner plus d'efforts, etc. Il y a tous ces paramètres-là aussi qui sont importants. Il faut pas parler que du miroir. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est le plus difficile dans l'accompagnement, c'est ça, c'est de rassurer, c'est d'être présent, c'est de montrer la progression par des résultats concrets, essayer de donner des chiffres, essayer de donner des valeurs. Donc après, préparateur physique, en fonction de si on est équipé ou non, on a tous des moyens de terrain ou des moyens techniques, matériels de donner des valeurs. Ça peut être d'un simple moyen de dire avant, je faisais 10 répétitions au squat à vide et j'étais essoufflé. Maintenant, j'en fais 20 et je suis plus essoufflé. J'étais capable d'en faire 8 à 100 kilos, je suis capable d'en faire 8 à 120 kilos dans la même exécution du geste, donc sur un rapport normé et que tu pourras reproduire. Ça, c'est des facteurs terrain. Être capable de dire, je tournais mon 10 km en 1h20, maintenant je le fais en 1 heure, donc j'ai progressé sur ma course. Donc peut-être le fonctionnement physique, le développement musculaire et métabolique, mais peut-être technique, peut-être que tu cours mieux, etc. De toute façon, c'est en pratiquant qu'on progresse sur ces différents facteurs, que ce soit musculaire, métabolique ou neuromusculaire. Et à côté de ça, c'est d'être capable de dire à ces coachés, à ces sportifs, ça va être long, ça va être fastidieux,
il y a de l'investissement, ça va pas forcément bouger de la même manière toutes les semaines. On aura peut-être une perte rapide, mais ce sera pas proportionnel. Donc peut-être que, alors pour une perte de poids, hein, mais j'entends, on aura peut-être 4 kilos un mois, puis le mois d'après, on aura peut-être que 500 grammes un kilo. Ben, il faudra peut-être rééquilibrer l'alimentation ou le sport, parce que peut-être qu'il y a eu moins de dépenses, il y a eu moins de déplacements, etc. Et puis tout est question après de dosage et de dosage conjoint avec le mode de fonctionnement de la personne. Mais c'est sûr que oui, l'accompagnement du coach, c'est aussi de dire oui, on est dans une période difficile, j'arrive pas à perdre de poids, ben on va essayer de trouver une solution. Et après, à nous aussi d'essayer d'intéresser nos sportifs à faire différentes tâches, puisque là, on parle de la marche, on parle du déplacement, mais ça peut être rébarbatif pour certains. Moi, j'aime pas marcher, j'aime pas ces déplacements-là, j'arrive pas à penser à autre chose quand je le fais. C'est une contrainte pour moi, j'aime pas le faire. Toute proportion gardée, il faut faire de l'activité quand même, mais on peut essayer aussi de proposer, je sais pas, une activité de cross-training, une activité de natation, une activité de boxe, une activité, enfin plein d'activités physiques différentes pour essayer d'intéresser notre sportif et lui donner des valeurs de progression. Alors ça, c'était les valeurs, j'allais dire terrain, et puis après dans les valeurs techniques, tout à l'heure je te parlais d'impédance métrie, il y a aujourd'hui différentes balances ou un DEXA qui une radio pour savoir quel pourcentage de masse grasse, quel pourcentage de masse maigre on a. On a des technologies aussi qui nous permettent de savoir les déséquilibres musculaires qu'on a, les différents angles de mobilité en fonction de nos articulations, nos niveaux de force, etc. Donc ça, c'est assez palpable. On a des tests de terrain avec ces machines-là qui nous donnent un chiffre, et ce chiffre-là, bah, s'il progresse, notre programme va fonctionner, et s'il régresse, on n'est pas dans le bon programme. Mmh. Ouais, non, mais j'imagine aussi que, enfin, dans ton activité aussi, c'est important de pouvoir mesurer les choses, donc complètement. Et alors l'autre peut-être challenge quand on arrive à avoir, parce que c'est vrai que c'est motivant de voir une progression. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une vie beaucoup plus longue que la période de la progression, normalement. Il y a un moment donné où bah on a atteint un petit peu son objectif. Et après, justement, le côté maintenir tous les bienfaits, ça peut être aussi un challenge parce qu'on n'a plus... Enfin, tu vois, c'est plus challengeant, c'est plus motivant de se dire je vais perdre 10 kilos que de se dire je vais rester au poids de forme que j'ai maintenant, tu vois. Exactement. Après, tout à l'heure, je te parlais de dépoussiérer d'autres problèmes une fois qu'on avait perdu ces 20 kilos. Peut-être que derrière, va falloir renforcer une épaule. Peut-être que derrière, on va vouloir faire un challenge compétition dans le sport. Alors, ne serait-ce que s'inscrire à une course de 5 km, hein, ça peut être un challenge. On peut avoir aussi des envies de plus grand. Donc, bah maintenant, j'ai perdu mon poids, bah, j'ai envie de me dessiner, j'ai envie esthétiquement d'être plus présent, j'ai envie de me redresser, j'ai envie je sais pas, de faire le grand écart, de faire différentes choses fantasques, mais ça, c'est de nouveaux objectifs, et je pense qu'on est régi par nos objectifs. Une fois qu'on en a atteint un, on en coche un deuxième. Je pense que c'est la même chose dans l'investissement. C'est que à chaque fois, on va maintenir, certes, on veut garder nos capacités, mais on a toujours un objectif en tête derrière tout ça. Et ce qui est important, c'est d'échanger. Donc, en tant que confident, on est bien placé, et de les orienter sur des potentiels objectifs. Mais avec le temps, j'apprends aussi que ils ont pas mes objectifs, c'est à nous de les accompagner pour trouver leurs objectifs. Et des fois, c'est les mettre sur la voie, c'est pas la bonne, on les entraîne pour quelque chose et ils nous disent non, mais en fait, ça m'intéresse pas particulièrement. Soulever 200 kilos au squat, moi, ça me passionne pas. Par contre, j'aimerais bien être capable d'être endurant pour fournir une course d'obstacles, par exemple. Et là, on a trouvé un nouvel objectif, la course d'obstacles. Ouais, avoir des sortes de saisons en fait dans sa vie avec à chaque fois des objectifs, des petits goals, des petits objectifs qu'on atteint pour s'améliorer un peu par touche, un peu comme quand tu emmènes ta voiture chez le garagiste, quoi, finalement. Exactement, ouais, on développe tout. Puis tout à l'heure, on parlait de différentes compétences. C'est super large que l'entraînement. Donc on a la force, certes, on a l'endurance, ok. Et derrière, on a plein de capacités comme la coordination, la réactivité, la mobilité, la souplesse. Donc toutes ces composantes-là, certaines sont contraires, donc on peut pas les bosser en même temps. Mais il y a différentes périodes où on peut, en fonction de nos envies, en fonction de notre santé, en fonction de nos objectifs, les mettre en avant, et du coup, on repart sur de différents objectifs. Et ce qui est important, c'est de faire des points de temps en temps.
Bon, ben, où en sont nos objectifs? Ok. Est-ce que on les a atteints? Oui, non. Et est-ce qu'on continue vers ces objectifs-là ou est-ce qu'ils ont changé? Dans un court instant, on parle de l'intérêt du stress mécanique ou métabolique pour créer la performance musculaire, du type de matériel utile ou pas à la pratique sportive et des types d'exercices recommandés en fonction de ta condition. À tout de suite. Ouais, et en t'écoutant parler, j'ai un peu... ça me fait penser à ce que j'entendais sur la façon de se développer aussi, qu'il fallait soumettre son corps à des pressions finalement, des pressions qui ne sont pas habituelles justement pour lui faire sortir de sa zone de confort, pour le faire justement travailler. Et ce que tu me dis me fait penser à ça dans le sens où justement développer d'autres types d'aptitudes. Ça peut être sortir de la zone de confort. Par exemple, tu vois, je fais du basket, je suis très bon au basket, je saute haut, je cours vite, mais je suis pas souple, quoi. Tu vois, par exemple, et là, ça va être, je vais essayer de travailler ça parce que mon corps il est pas habitué et du coup, ça va me développer de ce côté-là. Je sais pas si c'est un bon exemple d'ailleurs, mais bon. Oui, ça peut être un exemple. Est-ce que tu as besoin de souplesse? Alors, on a tous besoin d'un certain niveau de souplesse pour se mouvoir correctement. Après, jusqu'à quand on a besoin de cette souplesse? Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'un peu de raideur? Puisque la raideur aussi peut être une constante de marqueur de force et d'explosivité. Donc après, c'est à nous de placer le curseur. Et oui, exactement, c'est ce que tu parlais de pression, je crois. On parle de stress, nous, dans le sport, c'est imposer un stress mécanique ou un stress métabolique pour le développement musculaire qu'on appelle l'hypertrophie, pour développer notre muscle, pour le faire grossir. Souvent, c'est ce qu'on veut. Alors, pas forcément grossir en termes de taille, mais ça peut être en nombre de fibres aussi, ce qu'on appelle l'hyperplasie. Et ce développement musculaire, il est induit par un stress. Et ce stress, souvent, c'est la charge, c'est le temps sous tension, c'est les différentes techniques et les différents matériels qu'on va utiliser. Et tout ça conjoint avec de la récupération et d'autres armes du préparateur physique pour développer ça. Et ces modes de stress, ils vont être accompagnés par de la technologie et du matériel pour essayer de garder un entraînement assez ludique et intéressant pour garder le sportif concentré sur son objectif et participant de sa propre progression. Qu'est-ce que tu dirais, quels seraient pour toi les meilleurs compagnons en fait, d'une personne qui veut se développer justement sur ces aspects-là? Est-ce que c'est par exemple la méditation, du yoga ou même des substituts, tu vois, par exemple alimentaires, de la protéine ou autre? Qu'est-ce que tu donnerais, qu'est-ce que tu mettrais dans la maison d'une personne qui veut se développer pour l'aider dans son parcours en fait? Alors à quel moment je me trouve dans le développement physique de cette personne? Si je viens de la rencontrer, je vais pas lui demander de consommer du complément alimentaire. Parce que comme son nom l'indique, le complément complémente, il vient faire les 5%, les 5% de la fin de l'entraînement. Donc je le proposerai plutôt à quelqu'un qui a avancé dans son entraînement. Mais déjà, je partirais sur l'activité physique, la régularité. Donc c'est ton investissement temps là-dedans. Et plus tu vas progresser et plus certainement tu vas arriver sur des zones de lassitude où là tu vas peut-être devoir investir sur du matériel pour t'accompagner. Donc ça peut être du petit matériel à la maison, très simplement des élastiques, des petits élastiques, un TRX, un tapis de yoga, un Swiss ball, etc. Ça peut être un petit kit d'entraînement à la maison, sachant que ton poids du corps aussi te permet beaucoup de choses. Hein. On peut s'entraîner sans matériel. Certains diront même qu'il n'y a pas de limite, puisque il y en a qui se développent qu'à poids de corps et qui jurent que par ça, et ils ont en partie raison de dire que on peut faire sans rien. Mais toujours pareil, c'est important d'amener un petit peu du ludique dans l'entraînement. Donc déjà, un petit set de matériel à la maison, ça peut être sympa. En tout cas, moi, c'est ce que je propose aux personnes que j'entraîne quand ils s'entraînent une fois avec moi. Derrière, je leur dis, si ça vous intéresse, pour faire plus, je peux vous proposer aujourd'hui vous vendre un petit set pour que vous puissiez vous entraîner à la maison en plus de moi. Après, comme tu parles de méditation et de bien-être psychologique, alors après on peut parler respiration, etc. Ça va être quel temps mon sportif a consacré à son bien-être et qu'est-ce que je peux prioriser pour tout ça. Donc au départ, ça part souvent par se donner un rythme sain, donc sport et alimentation, puisque c'est les deux principaux exercices, mais derrière on peut aller super loin
dans l'accompagnement. Donc tu parlais de méditation, de compléments alimentaires. Derrière, on peut avoir du matos pour la récupération. Alors pour un runner, ça peut être de la chaussette de compression, aux bottes de compression, ça peut être de l'électrostimulation. Enfin moi je suis friand de technologie et de tout ça, donc on peut aller vraiment loin dans l'optimisation, mais c'est l'investissement personnel et le temps que tu mets en face de ça. Il y a des choses qui sont pas forcément tu vois, on a les automassages qui ont eu une grande part dans le sport là depuis que le CrossFit émerge en France. Avant de t'automasser et de te rouler tous les jours sur ton rouleau 5 minutes, il y a plein d'autres choses à faire. C'est pas inutile. On peut s'en servir, mais c'est pas du tout du matos en priorité. C'est encore une fois un cas spécifique d'accompagnement et un petit plus que d'utiliser ces méthodes-là potentiellement de récupération ou de gain en mobilité, puisque on va utiliser cet exercice-là pour peut-être aussi être capable de se mouvoir sur des angles un peu plus importants et relâcher certains tissus. S'il y avait un truc que les gens ne font pas assez et qui devraient faire plus pour améliorer leur bien-être en termes physiques, que tu peux voir, ça serait quoi d'après toi? C'est le manque d'étirement notamment ou rien à voir ou... Ouais, ça c'est oui. Déjà c'est assez commun. Alors les étirements, ouais, c'est pas assez dynamique, c'est long. Alors venant du sport pro, c'était assez étonnant. J'étais pas trop étirement, donc on était étirement parce que la structure voulait que on s'étire quand même pour la récupération et pour la bonne santé articulaire, ostéo-articulaire. Et j'étais pas très friand de ça. Puis pareil, j'étais plus friand toujours de la perf, donc courir plus vite, sauter plus haut, soulever plus lourd. Enfin voilà, tous ces objectifs-là. Et donc je le délaissais un petit peu les étirements, donc beaucoup de raideur. Caractère plutôt explosif, c'était très bien, mais un peu plus sujet aux déchirures puisque j'avais un tissu très raide et j'avais des amplitudes de mobilité qui étaient pas forcément bonnes. Donc derrière, je me suis intéressé un petit peu et puis bon, mon métier m'a un peu forcé à aller là-dedans et je me suis aperçu que conjointement un travail de force, contrairement à ce qu'on entendait il y a une vingtaine d'années, je pouvais très bien utiliser mon développement de ma souplesse à côté d'un effort explosif et en force. Mais encore une fois, c'était une propre barrière que j'avais et maintenant j'ai avancé là-dessus. Je pense être souple, mais sans avoir un niveau de souplesse non plus démentiel, donc dans la mesure du raisonnable. Et je trouve que ça apporte un niveau de confort, un niveau de sérénité et de bien-être qui est pas négligeable. Et j'ai trouvé une petite astuce pour le faire rentrer dans le quotidien des gens que j'entraîne et notamment des entrepreneurs. C'est marrant parce que bon, les sportifs, ils sont un peu plus éduqués à ça. C'est que je leur donne une petite routine de 15 minutes. Alors, je leur explique que au début, ça leur prend 20-25 minutes puisqu'il faut qu'ils la digèrent, il faut qu'ils apprennent les mouvements et puis une fois que c'est automatisé, ils peuvent lancer leur chrono, ça leur prend 15 minutes. Donc je pense qu'on a tous 15 minutes. On ralentit le temps peut-être du café le matin ou du moment sur le smartphone aujourd'hui et puis on fait nos petits étirements. Et ils s'aperçoivent que ils sont capables de diminuer leurs petits soucis de dos. Ils sont capables d'être beaucoup plus alertes et beaucoup plus mobiles. En plus, pour certains, l'état d'éveil permet une meilleure réflexion. Donc, on agit sur le corps, mais en même temps sur l'esprit. Puis, ils font un petit peu le bilan de leur activité. Alors, j'essaye pour la plupart de leur mettre au lever, mais pour certains, ils le font aussi au coucher. Et ça reste régulier sur une pratique de 3 à 4 fois par semaine. Et ils ont des progrès assez rapidement. Donc bon, 4 fois 15 minutes, on a 1 heure d'étirement par semaine. Bon. Ouais, c'est rentable, comme on dit. Exactement. Le matin, compliqué quand même, parce que le muscle est froid. Moi, j'essaye de m'étirer le matin, enfin, après l'exercice, quoi. T'es d'accord? Ouais, alors, ouais, et puis bon, le matin, en plus, on a un petit temps d'adaptabilité. Alors, le matin, tout est relatif. Ça dépend à l'heure que tu te lèves, le temps que tu as avant de te mettre en route pour ton activité professionnelle. Certains se lèvent et partent tout de suite au travail. Donc, oui, là, c'est compliqué. Mais si tu te lèves, si tu prends le temps de te mettre en état d'éveil, de t'échauffer, donc de préparer ton corps à l'effort, donc augmenter un petit peu ta température corporelle pour que tout ton système ostéo-articulaire se remette en route. Et là, tu lances tes étirements. Tu vas pouvoir te mettre en route. Mais bien sûr que si tu te lèves le matin et que tu veux t'étirer, je sais pas, les ischio-jambiers, au lever du lit, en descendant du lit,
tu seras beaucoup plus raide que 20 minutes plus tard, une fois que tu auras fait ta petite activité du réveil, je sais pas, aller boire un verre d'eau pour mettre ton système digestif en route, préparer tes affaires, et là tu peux te mettre en route, prendre ta douche, déjeuner, puis partir. C'est encore une fois une petite organisation, hein. C'est demander un effort supplémentaire que de consacrer 15 minutes de plus le matin à notre développement, mais c'est pour aussi un état d'alerte plus important, et ça sera certainement gagné dans la journée, puisque dès le début de la journée, on sera beaucoup plus éveillé, donc on ira plus vite sur des tâches et on va diminuer le temps des tâches, et donc c'est ces 15 minutes qu'on va récupérer. Et par contre, pour certains, je leur propose le soir, sur un format détente. Ça a aussi ses bienfaits, ses inconvénients. On a plus de facilité à le placer le soir parce qu'on a certainement plus de temps. Mais bon, on a subi la journée, on a subi du stress, donc on a raideur. Donc c'est encore une fois, il faut préparer le corps à l'étirement, il faut essayer de diminuer les tensions et aller vers cet étirement sans douleur et en relaxation. Ça marche. Et toi, le CrossFit, tu considères que c'est bien, c'est pas bien Parce qu'il y avait aussi au moment de la folie du CrossFit un peu d'un débat sur est-ce que c'est pas traumatisant pour les muscles, pour les articulations et autres. Bah, le CrossFit, c'est un sport. C'est un sport, et c'est un super sport entre guillemets de développement physique. C'est pas en fait, le CrossFit, c'est pas de la préparation physique. Ouais, moi je fais de la préparation physique, je fais du CrossFit. C'est un bon accompagnement déjà pour un coach pour connaître toutes les disciplines qui tournent dans l'entraînement physique, mais ça reste une compétition, être capable dans un minimum de temps de faire X répétitions ou de faire le plus possible de répétitions avec une certaine charge, etc. Donc on s'entraîne, on se prépare physiquement à être prêt pour une compétition de CrossFit. Par contre, le CrossFit reste une activité comme le football, le basket, le rugby, la danse, la gym, etc. C'est bien fait, c'est que ça nous permet de bouger, c'est que ça nous permet de bouger sur plein d'axes différents, de développer différentes capacités physiques, puisque à l'époque, Greg Glassman, quand il développe le CrossFit, c'est pour que ce soit l'homme le plus fit du monde, donc le plus complet. Donc très intéressant dans le développement. Après, comment c'est fait, à quelle fréquence, pourquoi? Il y a un moment où la courbe performance, elle se croise avec la courbe bonne santé. On peut pas dire que les sportifs de haut niveau sont en excellente santé, puisqu'il y a des efforts qui sont contre la bonne santé physique et mentale. Donc le CrossFit, c'est super, ça dépend comment c'est cadré, ça dépend à quelle fréquence, ça dépend comment on le pratique en fait. Donc c'est un sport à part entière, on peut se servir. D'ailleurs, le CrossFit se sert de mouvements d'autres sports, puisque le CrossFit, c'est de l'athlétisme, de la gym, de l'haltérophilie, de la natation, et c'est plein de sports, et le CrossFit se sert de plein de sports-là. Donc, il a eu le gros avantage de faire émerger des sports qu'on ne voyait moins, comme l'haltérophilie un peu partout dans le monde, puisqu'il n'y a pas que en France, et ça, c'est top, puisque c'est des sports à haut niveau de coordination, au niveau de force, au niveau postural, c'est un sport qui est génial, l'haltérophilie. Alors tout de suite on visualise des gros costauds à la télé qui portent des centaines, même plus que des centaines de kilos. Mais l'haltérophilie, ça s'apprend aussi très jeune, et c'est souvent on dit que l'haltérophilie c'est l'école du dos. C'est un haltérophile qui a appris jeune, il n'a pas forcément des charges énormissimes tout de suite. Il y a une histoire de progressivité encore une fois. Et c'est des gens qui sont en très bonne santé de par un système ostéo-articulaire habitué à cette progressivité de la charge, et ils sont capables de manipuler tout ça avec une coordination qui les abîme pas, contrairement à un novice qui commencerait à mettre une charge très importante et qui derrière manipulerait cette charge alors qu'il n'est pas en capacité de la manipuler. Donc le CrossFit, c'est top, ça dépend comment c'est encadré, à quelle fréquence et pourquoi on le fait. Ça en plus dans la case de ce que tu disais tout à l'heure, pour donner de l'intérêt à une pratique d'activité sportive. Super ludique, on parlait d'objectifs tout à l'heure, t'arrivais à en faire 5, mais maintenant t'en fais 10, allez, il faut... Et puis c'est très communautaire le CrossFit. Ils s'aident tous, allez, tu vas arriver à le finir, ça c'est génial en termes d'entraînement, cet aspect solidarité qu'on retrouve dans les sports co. Pour ça, le CrossFit, c'est un sport indiv qui, un peu aussi collectif, remarque qu'ils sont en équipe aussi, mais qui permet ça, et pour ça, il y a plein de bons retours sur le CrossFit. Après, faut toujours mettre une petite alerte, il y a du bon et du pas bon dans toutes les activités, et si on se lance à corps perdu dans le CrossFit sans encadrement, on peut aussi se faire mal. Comme dans tous les sports, en fait. Yes. Ben, écoute, André, on arrive un peu sur la fin de l'épisode, là, en fait, de la conversation. Quel serait le message que tu pourrais
trouverais le plus intéressant à passer pour justement ces entrepreneurs, investisseurs qui nous écoutent et qui veulent se développer, peut-être améliorer leur préparation physique? Je pense que c'est instaurer de la discipline et de la régularité dans leurs entraînements. C'est ce qui va payer sur le long terme. Donc on n'a pas tout le temps envie de s'entraîner, et tout le monde, hein, les professionnels comme les sportifs débutants, mais il faut le faire. Il faut se mettre dans une dynamique active, consacrer un petit peu de temps au départ à notre bonne santé, et essayer de prendre les paramètres qu'on a un peu balayés pendant ce podcast. C'est à l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, l'activité physique, sans parler d'excès à tomber dans je m'entraîne tous les jours 1 heure et demie, etc. Il faut être régulier, le faire surtout, pas dire qu'on le fait, mais le faire. Utiliser un des premiers principes de l'entraînement qui est la progressivité. Il y en a plein d'autres, mais c'est celui qui va accompagner le plus de personnes. C'est je commence avec mes capacités. Si possible, je me fais encadrer par un professionnel qui pourra me mettre sur la voie ou qui pourra vous accompagner après au fil du temps. Et c'est peut-être cette personne-là qui permettra aussi de fixer vos objectifs, de vous ouvrir à d'autres horizons, puisque je sais que moi j'ai entraîné des entrepreneurs et on a permis conjointement d'ouvrir un petit peu leur réflexion, et ça les a orientés dans d'autres business ou dans d'autres réflexions. Et c'est cette régularité et ce questionnement qui va faire que le corps ira bien, et donc la tête ira bien aussi. Quelles seraient pour toi les ressources les plus pertinentes que tu pourrais nous indiquer? Alors que ça peut être pour tout ce qu'on a discuté, ça peut être des livres, des reportages, des documentaires, enfin peu importe quoi. Mais sur tous ces sujets, c'est quoi pour toi peut-être la Bible, les choses indispensables à lire, à écouter, à voir? Ouais, aujourd'hui on a pas mal de bouquins qu'on étudie quand on débute dans la préparation physique, comme la préparation physique moderne ou la Bible de la préparation physique, il me semble. Didier Rex me pardonnera si j'ai écorché le nom de son bouquin. Mais il y a pas mal de bouquins d'entraînement qui permettent de nous donner les bases et surtout de connaître les principes d'entraînement qu'on a balayés aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin d'être un expert pour commencer à s'entraîner. Il faut être capable de comprendre comment on fonctionne et progressivement avancer avec ça. C'est pour ça aujourd'hui que le métier de coach existe. C'est être capable de vous mouvoir dans des bonnes conditions, sachant qu'il n'y a pas de mauvais mouvements. Et ce début de pratique permet derrière d'aller dans différentes réflexions et différentes lectures. Donc j'ai pas de bouquin à proprement parler pour diriger les personnes, mais juste pratiquer et régulièrement. Je conseillerais plus de se mettre à l'action en fait, plus que d'aller chercher plein d'informations. C'est je commence par m'entraîner, si je peux, je détermine mes objectifs, mes points forts, mes points faibles, et une fois que j'ai fait ça, je vais chercher les informations dont j'ai besoin. Donc si mes objectifs sont d'aller courir, je vais aller chercher de l'information littéraire sur le fonctionnement métabolique et le travail de la course. Si je veux physiquement paraître plus important, je vais aller comprendre comment anatomiquement ça fonctionne et développer les régions qui me plaisent. Si je veux être en bonne santé, je vais peut-être aller me diriger. Il y a un corps sans douleur sur ces bouquins-là qui vont nous permettre de développer nos capacités et prendre soin de nos différentes articulations. Donc il n'y a pas de bouquin en particulier, c'est un petit chemin et en fonction d'où on est, on se dirige et on s'oriente vers différentes spécificités. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver principalement? C'est quoi le principal canal pour me joindre? Prendre contact avec toi, oui. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis après sinon physiquement, moi je suis sur la région lyonnaise, au nord de Lyon, dans une salle qui s'appelle Factory Fitness, où je dispense pour la plupart mes coachings de préparation physique. Pour tous nos amis lyonnais, alors on va mettre le lien et ils font aller te voir quoi. Ouais, avec plaisir, mais tout le monde, hein, j'adore l'échange. D'ailleurs, merci de m'avoir initié à l'exercice du podcast. Et ouais, je trouve que on apprend de tout le monde et encore une fois, on apprend des rencontres et peut-être que mon discours changera en fonction des rencontres que j'aurai fait dans 10 ans, mais je pense qu'on se nourrit de ces échanges et n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur différents sujets. C'est avec plaisir.
Merci beaucoup. Écoute, j'ai bien apprécié en tout cas notre rencontre qui a été rendue possible par un ami commun, Étienne Bulidon. On lui passe le bonjour au passage. Yes, merci Étienne. Et merci à toi Andrea. On mettra tout ça dans les liens de l'épisode. Et puis il y aura sûrement d'autres nouvelles belles rencontres qui vont se créer de ce podcast. Je l'espère en tout cas. Merci Paco. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.